cas, pour la parité, je suis ravi de vous voir. C'est vrai que ça change de nos salles, surtout à Genève en tout cas, et je suis enchanté aussi d'avoir des hommes, j'espère. Merci d'être là. Et tout à l'heure, justement, tantôt tu parlais de lien, et c'est un mot qui m'importe beaucoup, le lien. Le pont, j'avais l'habitude de dire le pont, mais c'est quelque chose qui est moins sexy, donc on va parler de lien, et le lien que j'ai pu faire, que j'ai pu voir à travers les gens, que l'on peut créer entre les gens. Et c'est une sorte de lien que je vais vous raconter un petit peu en début de présentation. Je préfère appeler ça une présentation qu'une conférence. Concernant mes origines, qui ont été un petit peu, bon, je ne trouve pas ça forcément très intéressant, mais apparemment, après l'échange avec Enza, ça a le mérite d'exister forcément, comme chaque début de vie que nous avons pu vivre. La mienne étant un peu particulière, dans le sens où elle a pu être extraordinaire parce que pas ordinaire, même si je ne suis pas le seul à avoir vécu ce genre de choses, mais c'est grâce à ça que j'ai pu créer des liens et tisser des vraies rencontres qui m'ont marqué, qui m'ont amené aux projets présents et futurs sur lesquels je finirai tout à l'heure, avec qui j'ai pu échanger plutôt avec quelques-uns et quelques-unes tout à l'heure. Donc en fait, je suis né en Inde il y a fort longtemps, en 1976. Donc je suis né à Pondichéry, une ville du sud-est de l'Inde, en dessous de Madras. Et c'était une naissance un peu particulière, parce que c'était une naissance dans un fait divers, dans le sens où une famille, en tout cas une maman biologique qui n'avait pas vraiment de moyens, qui était déjà mariée, et j'ai été un petit peu le résultat d'une aventure qu'elle a eue avec son amant. Et en Inde, à l'époque, dans les années 70, c'était assez un peu banal déjà. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de violence. De ce fait, pour la faire un peu plus courte, le mari de ma maman a mis un contrat sur la tête de son amant, donc mon père biologique, l'a assassiné, et donc voilà, il a fallu qu'elle se débarrasse de moi, entre guillemets, pour pouvoir fuir l'Inde, enfin en tout cas la ville, la région où elle était, pendant que son époux faisait ses quelques mois de prison après cette atrocité. Et c'était très compliqué en tant que maman, je suis sûr qu'il y a des mamans ici, en tout cas à l'époque, encore plus en Inde, de partir comme ça avec un enfant sous le bras. Donc il a fallu qu'elle s'en arrange, et c'est comme ça que, pareil, je prends des petits raccourcis, que je suis arrivé dans les bras d'une famille d'accueil française, qui sont mes parents adoptifs, qui sont français, et qui ont vécu 9 ans en Inde avant de me récupérer. Et puis ensuite, ont pris la décision de partir très vite dans les semaines, mois qui ont suivi mon adoption. Une pseudo-adoption, parce qu'à l'époque ce n'était pas autorisé en Inde. On ne pouvait pas adopter un enfant qui n'était pas de la même religion que vous. Donc ils ont créé un passeport comme ça, et on est parti en Afrique, pour que ce soit plus doux pour moi avant d'arriver en Europe. Et cette douceur a duré quelques années, puisque après ce départ en Inde, de Pondichéry, nous sommes arrivés en Afrique, et on a vécu 10 ans en Afrique. En Afrique noire, au Gabon, en Algérie et en Côte d'Ivoire, donc un peu le Maghreb, un peu d'Afrique noire. Et en tant qu'enfant, c'était un merveilleux cadeau, en tout cas aujourd'hui, avec le recul, je le vois en tant que tel, dans le sens où, après l'Inde, que j'ai mal connue, en tout cas à l'époque, forcément j'étais bébé, j'ai quand même rencontré, connu ces couleurs et ces différences de mentalité entre l'Afrique noire et le Maghreb, même si mes parents étant professeurs, mon père était prof de lettres et ma mère institutrice, on était dans les lycées français, donc c'était quand même quelque chose de relativement sympathique, on va dire que c'est un peu comme les Collintes ici. Et donc voilà, on va dire que la population des enfants était bienveillante, quoique c'était assez marrant parfois, en tout cas vers l'âge de 5-6 ans, de voir que, mine de rien, même dans ces écoles-là, avec toutes ces couleurs-là, il pouvait y avoir une certaine forme de racisme, alors qu'on était tous sacrément colorés. Mais bon, ça existait quand même. C'est un racisme dont je vais vous parler un peu plus tard aussi. Et puis, après ce passage en Afrique, des souvenirs assez incroyables que je vais partager avec Enza aussi, où
quand on a 4 ans et que quand on part dans le Hogar, dans le désert algérien, et qu'on dort à la belle étoile, forcément ça vous marque. Ça marque une personne et qu'on joue avec pas grand chose, et que dans le Sahara il n'y a pas grand chose, et puis qu'on vous explique non, il ne faut pas toucher ça parce que c'est un scorpion, ça peut se faire mal et ainsi de suite. Sinon ici, évidemment on n'est pas habitué à ce genre de choses, mais on vit et on grandit avec ça. Ça a forgé certaines choses de mon caractère futur en tout cas, je n'avais pas encore forcément, et qui m'a emmené sur d'autres horizons bien plus loin. Ces souvenirs-là, je les ai gardés, ils sont toujours là et ils sont forts, et ça fait toujours partie de ces points, comment dire, qui font que ces liens dont je vous ai parlé au début me paraissent fondamentaux. Les liens entre les personnes, entre les humains, entre les villes, entre ce qui se passe en ce moment, soit des faits divers ou sur la planète. On en parlera, on va finir avec cette planète sur laquelle nous sommes à la fin. Donc ces souvenirs-là sont marquants et nous emmènent vraiment sur des choses essentielles, sur la Terre, sur des valeurs qui sont importantes, mais que je n'avais pas alors, parce que j'étais tout petit. Et puis je venais une fois par an, ça aussi c'est importance, une fois par an pour Noël en France avec mes parents, où je découvrais la neige, et après on partait dans le Sahara ou à Abidjan. C'était assez, encore une fois, détonnant, c'est ce grand écart que j'ai pu vivre dès le départ de ma vie, et puis ça a commencé à continuer finalement pendant cette enfance et puis cette adolescence. Autour de mes 10 ans, on est rentré en France, et dans un pas très loin d'ailleurs, dans la région stéphanoise, un peu plus loin, parce que Saint-Étienne, on ne va pas dire que c'est sexy comme ville, donc je préfère dire que c'est un peu plus loin dans la montagne, dans les monts du Forez, pour ceux qui connaissent peut-être cette région, dans le Massif central. C'est magnifique, ça ressemble un petit peu à la Suisse, c'est sans doute pas pour rien que je suis en Suisse maintenant depuis quelques années. Et j'ai continué mon adolescence dans cette région, et puis à force de faire ces voyages avec mes parents, à force d'être dans les aéroports, à force d'être devant les avions, au décollage, en vol, à l'atterrissage, il est né cette forme de passion au départ pour l'aviation. Et lorsque j'étais avec mes parents en France, j'ai pu rencontrer et grandir, à découvrir plus profondément les parents de ma maman adoptive, avec qui j'ai créé des liens très forts avec mon grand-père, avec qui je bricolais énormément, donc très manuel, avec qui je faisais des petits avions en bois, des petites choses comme ça, des choses qui pour moi avaient cette importance qu'on a sans doute perdu aujourd'hui, mais que j'ai pu retrouver en tout cas avec certaines marques que je citerai plus tard dans la mode en tout cas. Et ce côté artisanal, ce côté mécanique, ce côté voilà, voyage m'a emmené sur cette passion de l'aviation. Et c'est comme ça que j'ai commencé des études dans l'aéronautique, d'abord dans le sud de la France, à côté de Marseille, à Aix-en-Provence. Là j'étais adolescent et puis j'avais 16 ans et je commençais à passer ma licence de pilote privé, parce qu'en France on peut la passer relativement tôt comme aux États-Unis, avant même son permis de conduire, c'est génial. Et j'ai commencé à voler comme ça, sur des petits avions. Donc après, même si ce n'est pas mon cas plus tard, je ne suis jamais devenu pilote de ligne, mais il y a 2 écoles pour devenir pilote de ligne en fait. Soit on fait l'ENA, Matsup, donc c'est des écoles en France, les matheux, etc., les mains dans le cahier, et puis on devient pilote de ligne. Ça c'est pour la théorie. Soit il y a les vrais pilotes, j'aime bien faire cette petite parenthèse, qui passent leur licence de petit avion, pilote privé, PPL et ainsi de suite, et ensuite qui grandissent comme ça avec les mains non pas dans le cahier mais sur manche. Et je trouve que ça c'est les vrais pilotes. Mais bon, chacun son école. Pendant cette période, à Marseille, c'était très, à Salon-de-Provence, c'était très particulier. Donc c'était une école à côté de Marignane pour être exact, là où il y a l'Eurocopter entre autres. Et là j'ai pu découvrir vraiment ce que j'avais pu sentir un petit peu quand j'étais plus petit, même dans les monts du Forez, cette espèce de racisme quand même, alors qu'on ne peut pas dire que Marseille ce soit très... c'est assez cosmopolite quand même. Il y avait cette espèce d'odeur un peu nauséabonde quand même, et puis en l'occurrence, voilà, c'était bien réel. Ça aussi, ça a son importance pour la suite, parce que c'est des petites choses qui, quand même, qui vous marquent,
et qui vous font prendre certaines décisions et qui vous font rencontrer quand on le souhaite, quand on le désire et quand ça nous arrive. Après, c'est une question de choix. Les choix, et je pense que les choix en soi sont très importants, et surtout, voilà, c'était le mot que je cherchais, le libre arbitre. Je pense qu'en ce moment, c'est un mot ou une sensation, une émotion et une certaine philosophie qu'on a tendance à laisser un peu de côté pour être trop accaparé par ce qui se passe autour de nous, et ne plus avoir de libre arbitre. Et donc, ces étapes de vie qui font que ce libre arbitre a toujours été présent chez moi, surtout quand on est face à une certaine forme de racisme qui est plus ou moins violente. Pour moi, ça n'a jamais été très violent, mais c'est toujours là, et du coup, ça nous renvoie à un certain nombre de questionnements qui sont pas très, qui sont un peu puérils de toute façon, mais qui sont pas très, qui ne vont pas vous faire grandir, quoi qu'il en soit. Et puis après, donc ces moments-là, c'était quand même pas évident parce qu'il faut bien gagner sa vie, surtout dans ces études-là. Il a fallu gagner un peu d'argent. Je me suis retrouvé sur un aérodrome à Aiguière, à côté de Salon. On faisait du vol à voile. Le vol à voile, c'est le planeur. C'est grands avions avec une belle surface à l'air sans moteur qui planent plein au-dessus des Alpes. C'est magnifique, mais pour ça, il fallait payer ça. Donc en fait, je me suis retrouvé dans une espèce de hangar d'Algeco avec mes petites sardines, à dormir sur un lit de camp. Ça me rappelait un peu l'Afrique. Et on nettoyait les parachutes avec un copain pour gagner notre vie. Nous payer notre licence de pilote, et ça marchait très bien. Et c'est comme ça qu'on a pu être pilote de petit avion au tout début. Une mauvaise expérience au lâcher du vol à voile, de mon premier lâcher quand j'ai été autorisé. J'étais un copain qui était derrière moi, là c'était très compliqué parce qu'il me poussait, il est jeune, il dit vas-y, fais de la voltige, c'était pas un planeur de voltige, j'y vais quand même. Encore le libre arbitre important, mais il ne m'a pas suivi. On est parti en vrille, heureusement sur les planeurs, on a des parachutes, on a éjecté la derrière, on a sauté en parachute, on a regardé le planeur s'écraser, et ça c'est une bonne leçon de vie aussi. Et je pense que c'est, je raconte cette petite anecdote qui est un peu drôle, mais qui a son importance parce que plus tard, beaucoup plus tard, pas si longtemps que ça, je me suis aperçu que même ce genre de choses, que ce soit ça ou rouler alcoolisé, se prendre un arbre, je pense qu'il ne faut pas attendre que les choses nous arrivent pour que l'on puisse faire attention à notre environnement, à nous-mêmes d'abord, à notre famille et puis bien évidemment à ce qui se passe tout autour de nous et encore une fois la planète, j'y reviendrai à la fin. Et si je commence d'abord par prendre soin de nous, c'est un petit peu comme dans l'avion en fait, vous avez déjà remarqué ou entendu lors des annonces de sécurité où il faut toujours prendre le masque à oxygène et se mettre sur soi avant d'aider quelqu'un ou d'autre. Je pense que la vie c'est un petit peu la même chose. Il faut d'abord, je pense, bien s'occuper de soi pour savoir et arriver à prendre soin des autres. En tout cas de ses proches, de son premier cercle, de son deuxième cercle, de son troisième cercle, et ainsi de suite. Et puis, fort de ça, de ce moment-là, cette passion naissante pour l'aviation, j'allais traîner sur les bases aériennes. Et lors d'un meeting aérien, j'ai rencontré une personne qui avait 75 ans à l'époque, qui me voyait traîner comme ça, regarder les petits avions miniatures, les vrais avions taille normale, et puis vient me voir, il s'appelait Jules Marie, ce monsieur. Et on se rencontre, et puis on papote, et il me dit « Viens chez moi, boire le thé, on discute aviation ensemble. » Je dis « Écoute, avec grand plaisir, ça me fera plaisir. » On sympathise, je vais le voir quelques semaines après, il m'installe dans son espèce de véranda, c'est à Marignane. Il me dit « Attends, il me sert le thé, il me dit « Attends, je reviens. » Puis il revient avec deux gros classeurs, vous savez, des classeurs comme ça. Et on regarde ensemble, et il m'explique sa vie, il me raconte sa vie. Ce monsieur, en fait, c'était l'ancien mécanicien navigant de Antoine de Saint-Exupéry. Et je découvre dans ces classeurs, des frissons, je découvre dans ces classeurs des croquis de la maman d'Antoine de Saint-Exupéry, qui avait d'ailleurs travaillé sur la couverture de fameux bouquin, Le Petit Prince, que vous connaissez tous. Et des documents incroyables, des échanges entre Saint-Exupéry et Churchill, des choses, mais c'était Noël pour moi, quoi. Et encore bien plus. Donc des rencontres, des premières rencontres comme ça qui m'ont saisi, qui m'ont amené à croire en certaines choses et puis à avancer en même temps sereinement et puis toujours à accompagner ce libre arbitre et en essayant de faire des bons choix. Pas des mauvais choix, j'en ai fait énormément comme beaucoup de gens, mais ce libre arbitre quand même
il faut le garder dans sa poche. Suite à ça, en fait, j'ai continué ces études. Je suis un peu plus vite. Je suis parti un petit peu aux États-Unis, en fait, où j'ai été pré-engagé par Air France. C'est-à-dire qu'on est encore étudiant, on a deux choix, soit les matheux qui sont dans leur cahier et qui font les grandes écoles et qui deviennent pilotes, soit les autres qui sont les mains entre guillemets dans le cambouis et qui sont envoyés justement dans ces écoles, la mienne en l'occurrence c'était dans l'Arizona, à côté je me souviens plus du village d'ailleurs, de la ville. Et puis on est resté 9 mois à faire ces études. C'était assez costaud parce qu'en fait on avait des examens tous les mois. Et si on ratait 2 examens consécutifs, on devait rentrer en France et rembourser la compagnie. Et ça coûtait très cher, et là, il fallait forcément assurer. Donc, je ne voulais pas devenir pilote, parce que j'avais toujours ces souvenirs et cette sensation de mécanique pendant ces études auparavant. Et puis, ce que j'avais pu rencontrer et échanger, et puis travailler avec le bois avec mon grand-père à l'époque. Et donc, je suis devenu mécanicien navigant. Officier mécanicien navigant, donc c'est ce que j'explique en rigolant, c'est le 3e bonhomme dans les avions, ancienne génération. Donc il y a celui qui boit le café devant, celui qui lit le journal, et puis le 3e qui travaille. On a commande bord, le premier officier, le second. Et ça c'était à l'époque des avions ancienne génération. Ancienne génération c'était le Concorde, le DC-10, le Boeing 747, etc. Et puis maintenant, on n'a plus ça, très rarement, puisqu'on a 70% d'appareils qui est remplacé par l'électronique et donc qui a remplacé notre métier. C'est un métier qui a disparu depuis 2005 à peu près, qui a été remplacé. Donc tous les OMN, officiers mécaniciens navigants, sont partis justement pour faire leur reconversion en tant que pilote de ligne dans différentes compagnies, en l'occurrence la mienne chez Air France à l'époque. Et puis, donc voilà, cette passion, au final, j'ai réussi à aller au bout et à mettre les pieds dedans et à voler et puis à être au-dessus des nuages. Et puis ça, je ne le cache pas. Et puis, vous voyez, à chaque fois qu'on prenait l'avion, on partir en vacances. Cette sensation d'être au-dessus des nuages et de voir, surtout quand on sort de la grisaille de chez nous ici, à Genève, au-dessus des nuages, et que voilà, c'est une expérience qui est phénoménale. Et quand c'est votre travail, tout à l'heure, je ne sais plus avec qui on parlait justement d'un travail qui n'en est pas, c'est une passion, et ça peut être comme ça pour tout le monde, je pense. Pas travailler, mais voilà, exécuter une passion, et ça, il n'y a rien de plus fort, il n'y a rien de mieux pour se sentir bien et heureux et partager ce genre de choses. Ensuite, il y a eu cette histoire de... Donc j'ai volé, petite parenthèse, j'ai volé en fait sur 747, donc c'est le joli avion avec pour moi le plus beau, avec une petite bosse devant. Il y en a très peu maintenant, et Air France a arrêté il y a quelques années, et le Concorde aussi à l'époque du crash, bien entendu. Et puis à l'époque, donc j'ai omis une chose importante en fait, qui s'est passée lorsque j'étais en Algérie. Donc dans ce fameux lycée français, il y avait donc beaucoup d'enseignants, forcément. Mes parents étaient enseignants et tous les enseignants se rencontraient, se connaissaient. Et mes parents avaient fait connaissance avec un autre groupe d'enseignants qui avaient aussi des enfants, dont une jeune fille qui a toujours d'ailleurs, 9 ans plus que moi, et qui venait dans cette enceinte, donc lycée français à Alger entre autres. Il y a la maternelle, français, l'école primaire, en français, le collège et le lycée. Et puis donc, dans la même enceinte. Et donc cette personne qui avait 9 ans de plus que moi, Anastasia s'appelle, venait me chercher. Elle avait le même âge que mon demi-frère, qui a aussi 9 ans plus que moi, frère des parents adoptifs. Elle venait me chercher à la maternelle pour m'accompagner au parking et ainsi de suite. Cette personne, en fait, je l'ai revue à la fin de mes études aéronautiques. À l'époque, elle sortait, on parlait de Vienne tout à l'heure, avec le premier violoniste de l'Orchestre symphonique de Vienne. Et puis elle venait de se séparer, et puis elle habitait à l'époque à Bordeaux, et moi étant dans le Massif central avec mes parents à l'époque, je s'arrêtais de temps en temps. Et donc on a refait connaissance comme ça, mais bon, moi, mon gamin de 18 ans, 19 ans, moi ce qui m'intéressait mes avions, c'est la mécanique, mes petites clés, et puis rien de plus, en tout cas en me concernant. Et puis, je ne fais pas un dessin, on est sortis ensemble, c'était absolument pas prévu. Et c'était l'amie de mon frère, surtout par rapport à l'âge. Et nous avons eu un très peu de temps ensemble,
un enfant ensemble. Donc je suis parti m'installer à Bordeaux. Quand je suis rentré en France, avant de voler chez Air France, j'étais au sol, donc à l'aéroport. Et j'ai eu Julien, donc mon fils, qui a maintenant 25 ans. Je l'ai eu relativement tôt. Je l'ai eu, il est né le 7 décembre, je suis né le 3 janvier. Donc il est né le 7 décembre 1995, et du coup voilà, maintenant il a 25 ans. 92, ouais, c'est ça. Il a 25 ans maintenant, et pourquoi je vous raconte ça? Parce que en quittant justement Bordeaux, je faisais mes allers-retours toujours pour travailler pour Air France, parce qu'on fait la navette. Ça c'est quand même chouette, parce qu'à l'époque, quand on a ce qu'on appelle les GP, les billets qu'on paye, on paye juste en tant que membre de l'équipage la taxe aéroportuaire. Je payais moins cher mon avion que la carte Orange, qui est la carte de métro à Paris à l'époque. C'était quand même sympa. Et je faisais ces allers-retours-là. Et puis Anastasia, la mère de mon fils, avait une sœur qui travaillait aux Beaux-Arts à Bordeaux et qui était, comment dire, très bel homme, les cheveux longs, argentins. Et ça racontait quand même un petit peu. Et il m'expliquait qu'il était dans une agence de mannequin à Bordeaux, le mannequinat c'était génial, c'était top. Et c'est voilà, le genre de personne qui m'excède et qui ne m'attire pas du tout. Et moi j'aspire plutôt à des choses plutôt simples, avec des gens simples et pas très compliqués. Et il m'a tellement pompé l'air, pour être poli, et l'énergie en l'occurrence. Je me dis, mais ce genre de métier, de toute façon, tout le monde peut faire ce genre de truc-là. Donc, moi aussi, je vais aller à Paris pendant mes vacances. Là, j'ai 15 jours que j'ai posé chez Air France. Je vais me poser. Et puis, moi aussi, je vais faire 3 photos. Et puis, voilà. J'y croyais pas une seule seconde. De toute façon, c'était pas du tout mon objectif. La mode, j'ai connu la mode chez mon dentiste en lisant le Elle, le Vogue, et je sais plus quel magazine, je ne me souvenais plus. Dans la salle d'attente, je connaissais une top modèle qui s'appelait Claudia Schiffer, et c'est tout ce que je connaissais à la mode. Donc je partais de très loin. Mais j'avais un nouveau challenge, dû à ce bonhomme, très bel homme certes, mais qui m'avait lourdement agacé parce que voilà, un ego comme ça, il m'en fallait peu en tout cas à l'époque pour que je parte en compétition et que, en tout cas, sans savoir où j'allais, mais c'était le début d'un nouveau voyage. C'est gentil. Est-ce que vous souhaitez que je prenne le micro? Oui. C'était le début d'un nouveau voyage, du coup, qui m'a emmené à Paris pendant ces vacances. Je me suis retrouvé, pour ceux ou celles qui connaissent un peu Paris, boulevard Sébastopol, le gazbu qui part de l'hôtel de ville et qui monte jusqu'à la gare du Nord. Et à l'époque, nous avions des qualités et des annuaires dedans d'ailleurs. Et je me suis retrouvé à Sébastopol à faire 2-3 cabines téléphoniques, parce que je veux 4 pièces, je ne sais plus, à regarder à agence de mannequins les numéros que j'appelais comme ça, les uns derrière les autres. Et puis suite à ça, j'ai eu un ou deux contacts sympathiques, donc je suis allé les voir. Je suis tombé sur un premier contact pas très sympathique, m'expliquant que, aussi petit détail, avant d'avoir cette tête, j'avais les cheveux longs noirs jusque-là. J'étais un des rares chez Air France à être autorisé sur la casquette d'officier à garder mes cheveux longs. Mais c'est pas grave parce qu'à l'époque, aussi je partage avec vous, je volais effectivement sur 747 et sur cargo, donc il n'y avait pas de passage des parents. Donc on faisait un peu ce qu'on voulait. C'était quand même sympa. À l'époque, c'était vraiment la belle époque. En tout cas pour ça. Du coup, cheveux longs noirs, je rencontre ce premier contact dans une agence de mannequin qui me voit et qui me dit, mais gros, un peu typé quoi. Tu viens d'où? Tu viens de Bordeaux? Peut-être que tu peux me retourner à Bordeaux. Mon premier pied dans le milieu de la mode. Okay. Deuxième rencontre, en l'occurrence un peu plus sympathique, avec une jeune femme très agréable, très sympathique, vraiment. Et puis, je ne sais pas si c'était pour ça, en tout cas, bien entendu, elle était sans doute moitié africaine, moitié européenne, en tout cas une jolie métisse, qui travaillait au booking. Donc, le booking, c'est les personnes qui
gère les mannequins, qui font la liaison, si vous voulez, entre les mannequins, hommes et femmes, et les clients, les agences de publicité, qui m'expliquent en fait ce qu'il faut faire pour être un mannequin. Parce que moi, je n'en savais rien, j'étais toujours encore une fois être en magasin, chez le médecin, chez le dentiste. Et il me dit voilà, il faut faire un book, photo, il faut faire des tests. Test photo, c'est aller chez un photographe, faire des tests. À l'époque, on travaillait à l'argentique, on n'était pas au numérique comme aujourd'hui. Donc, après ces tests photo, il faut tirer des photos. On a des planches contact. Sur ces planches contact, c'est positif et négatif en fait. On fait des croix pour choisir les plus jolies photos et ensuite on imprime les plus jolies photos. On te crée un book et de ce book, on va te faire un composite. Et ce composite, en fait, c'est la carte de visite. C'est votre carte de visite qui est un peu plus grande que ça, puisqu'elle fait cette taille-là, comme ça. Et on a les plus jolies photos avec mensuration devant, derrière, voilà. Et c'est grâce à ces cartes de visite que soit on va voir les clients pendant les castings, ou ce sont les agences et les bookers qui envoient ces cartes de visite, donc ces composites, aux clients qui sont en demande, soit ça c'est encore un process un peu particulier que je vais vous raconter dans un instant. Donc c'était assez intéressant, et ni une ni deux, me voilà parti chez un photographe quand il m'avait donné une celle sur la gentille femme, et je fais une première photo, j'ai envie d'en donner une, c'est assez méconnaissable quand même, comme période. Et c'était assez compliqué parce que pas d'agence au début qui voulait, toujours une espèce de pseudo-racisme, une espèce d'ambiance un peu particulière. On est dans les années début 90, 93, 4 par là, quelque chose comme ça, 4, 94. Et puis, une chance de dingue, j'arrive dans une agence, c'est ma première, tenue, ma première agence de mannequin, Photogène, qui est une agence à Zurich. Ma première agence de mannequin est une agence suisse. Je ne connaissais pas la Suisse et je suis arrivé en Suisse comme ça. Enfin, je ne suis pas resté en Suisse, mais j'ai fait connaissance avec la Suisse, en tout cas avec la magnifique ville de Zurich pendant l'hiver, c'était chouette. À Zurich, chez Photogène. Et c'était un premier début pour faire quelques photos, quelques clients, pas des moindres, puisqu'à l'époque, toujours mon parti B, je n'ai pas changé. Mais mes cheveux longs, j'ai commencé à travailler pour 2 clients autant connus qui sont Armani et Versace. C'était quand même chouette. Les gens, merci à feu Versace. Je suis revenu en France, je suis allé voir donc, le copain, la sœur d'Anastasia, et lui expliquant que finalement tout pouvait être mannequin et qu'il fallait qu'il redescende un petit peu parce que arrête de gonfler le cul de tous les bordelais du coup. Et puis j'ai commencé comme ça, et puis j'ai voulu travailler un peu plus, parce que quand on est au ML chez la France, c'est pas on fait 2 photos et puis on attend que ça tombe, on est dans son avion, on fait voler, on gère plus sérieusement contre vraiment, même si les pilotes, comment on doit travailler aussi, on s'occupe de beaucoup de choses. Je vous invite à l'occasion, si ça vous intéresse, de voir le tableau de bord d'OML d'un 747, il y a pas mal de choses à voir. Et on fait beaucoup de choses qu'on envole, avant et après d'ailleurs. Donc être mannequin, faire son photo, c'est pas trop le truc. C'est quoi ce milieu? C'est quoi ce travail? Si c'en est un, je ne savais pas encore. Et donc voilà, je me suis dit, je ne sais pas encore si c'était plus pour voilà, essayer d'arriver à expliquer à notre jeune Argentin qu'il fallait détendre et avoir un peu plus d'unité. Ça. J'ai continué un petit peu à faire ça et je suis tombé encore plus sur un peu plus de racisme. Et ça m'a vraiment à moitié écœuré. Du coup, j'ai décidé de repartir en Inde un petit peu de temps pour pouvoir me ressourcer, chose que je faisais régulièrement. Et suite à ça, en fait, ce voyage à Pondicherry, je suis revenu. J'habitais à Montmartre, à Paris, rue Elisabeth. J'avais la cantine, le Sancerre, les Abbesses, je me retrouvais avec les copains. Où à l'époque, j'étais aussi, quand je travaillais en colocation, avec une bande de joyeux locaux, des musiciens, des machinaux, qui travaillaient dans le cinéma, des artistes que certains connaissent, Manuel et d'autres aussi, qui appartiennent au groupe Daft Punk, donc c'était pas des moindres.
Et c'était une belle époque, où on était tous plus ou moins dans le même quartier, c'était assez sympa. Les cheveux grisonnants, une barbe de 2-3 jours, c'était un Indien. Et je l'ai vu, c'est marrant, ça fait tellement longtemps, et juste en revoyant encore des frissons, je le revois passer devant moi et il flottait comme un tamoul, parce que c'est le Tamil Nadu, ma région, que j'aurais pu voir quelques jours ou quelques semaines auparavant lors de mon voyage à Pondichéry. Je le vois et j'ai eu cette lumière, enfin, en tout cas, il m'a inspiré et j'ai eu envie de le ressembler, enfin, dans cet espace-temps, quand j'étais assis sur ma terrasse avec mon verre de Sancerre. Et là, je prends mon composite. J'avais les cheveux noirs, je prends du Tipex et je barbouille mes cheveux noirs, etc. Je fais une barbe autour, etc. Et je vais chez le coiffeur du coin et je lui dis voilà, je voudrais être comme ça. Ça va pas être possible. Personne n'avait fait encore. Il y a une mannequin qui était assez folle pour avoir changé ses couleurs de cheveux. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les aficionados de la mode, c'était Sylvie Buck qui avait teint ses cheveux en rouge. Top modèle de l'époque, de très 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 longtemps. J'étais un peu plus jeune qu'elle quand même. Et c'était la seule folle à avoir fait un truc un peu extraordinaire comme ça. Mine de rien, il y arrive, j'ai passé des heures. Tout à l'heure on parlait de se couper les cheveux, c'était un drame pour moi. Je les voyais tomber, etc. Avec les cheveux noirs, cheveux courts. Et puis, je suis arrivé comme ça, et à l'époque j'avais toute la barbe pas peu boc. J'ai commencé à faire des photos comme ça. Un nouveau book, j'ai pas eu le temps de finir mon nouveau book, j'ai commencé à faire des rendez-vous sans agence vraiment. Et j'ai rencontré un bonhomme qui s'appelle Tanel, qui était à l'époque la muse de Jean-Paul Gaultier. Je le rencontre dans son petit appartement sur l'île Saint-Louis, charmant appartement, des petites marches qui descendent, je ne sais pas si vous connaissez ce quartier à Paris, c'est magnifique, il y a des petits appartements dessous, comme ça, assez étrange. Et il me regarde comme ça, il ne bouge pas. Il part, une demi-heure passe, 40 minutes passent, 3 quarts d'heure arrive. Plus tard, Montanel et Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul le voit, et on est dans cette période qu'on appelle collection, c'était la collection haute couture. Généralement, les hommes n'interviennent pas trop là-dedans, donc il y a la prêt-à-porter 2 fois par an, haute couture, et ainsi de suite. Donc, M. Gaultier est très occupé quand même à préparer sa collection, il défilait à les sphères, et il est un peu les yeux estomaqués. C'est vrai qu'à l'époque, même moi, des fois, quand je me voyais dans les miroirs ou les vitres, ça me faisait bizarre, parce que déjà, c'était pas moi, en tout cas, c'était plus moi. Et puis, il y avait le regard des gens aussi, forcément, et c'est un regard aussi. J'ai peut-être pris l'habitude auparavant d'avoir, quand j'étais dans certaines régions du monde, par rapport pas au racisme, mais voilà, par rapport à des choses. C'est sûr que si à l'époque, en tout cas, vous arrivez comme ça au Japon, c'était assez particulier. Et j'ai commencé comme ça, et Jean-Paul me dit viens, il faut que tu viennes. Donc je suis allé dans son showroom, et il y avait tous les portants avec toutes les robes de couture, et tous les mannequins des top modèles à l'époque, Nadia Roman, Carla Bruni, Emma Christensen, etc., qui faisaient les essayages, il y avait les nanas et les mecs qui étaient mélangés. Et moi j'arrivais comme ça, tout penaud. Autant je suis allé dans mon avion, autant là c'était quand même super stressant, parce que c'est une vraie fourmilière, pour ceux qui imaginent comment ça, on a pu voir des films ou des émissions là-dessus. En tout cas c'est assez bien représenté. Et il met devant 3 tenues, il les fait essayer, on fait ce qu'on appelle un fitting. Donc le fitting c'est pour la couture, on met les vêtements, on met tout picobello comme ça, avec les aiguilles, etc., avec les petites mains, les petites couturières, surtout pour la couture. Et c'est parti pour le défilé quelques jours après, qui s'est passé dans un théâtre. Et je me suis retrouvé à défiler pour Jean-Paul Gaultier, dans 3 tenues. Je me souviens de 2. Une, j'étais dans une espèce de sari à la Gaultier. Et l'autre, j'étais en kit. Un kit, pardon. Un peu particulier, mais toujours à la Gaultier. Et c'était avec des maquillages extraordinaires, et c'était mon premier défilé, et j'étais comme ça, comme un enfant au milieu de, je sais pas, c'était juste incroyable. Un mélange de sensations, un mélange de tout, je ne sais pas si c'est bien, si c'est pas bien, si tu as ta place, si tu n'as pas ta place, c'est étrange comme sensation. Et dans la même semaine, en fait, j'ai fait un espèce de casting sauvage, donc pas d'agence, pas de voilà, ce sont les couturiers qui demandent à tout le monde
Et c'était mon deuxième rendez-vous en l'occurrence. Et à la table, je ne savais pas du tout à quoi ressemblait M. Kenzo Takada. Et je vois cette table avec entouré de ses assistants, ses collaborateurs, et puis je passe devant, et puis pareil, même yeux que l'on voit, étonné, et puis je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, je n'avais pas encore vraiment à lire comme je peux y arriver aujourd'hui un peu mieux. In fine, j'arrive à voir, à essayer des vêtements, et c'est parti pour le premier défilé avec la maison Kenzo et avec Kenzo. J'ai commencé comme ça. Suite à ça, en fait, j'ai essayé d'entrer dans des agences, dont une agence assez connue qui s'appelle Success. Et à l'époque, je me souviens de ça parce que on était en backstage au défilé de Kenzo, qui avait ce directeur d'agence-là, et Kenzo m'avait beaucoup, il était vraiment au-delà du fait qu'il ait été Feu Kenzo, qui était un ami proche jusqu'à la fin de sa vie, qui était homosexuel. On avait une vraie relation d'amitié. Et c'était juste extraordinaire de temps en temps, parce que c'était la fin, un peu vite en aussi, mais il faut dire qu'à ce moment-là, déjà, il s'était passé quelque chose entre eux, comme avec d'autres d'ailleurs, mais en tout cas, à ce moment-là, dans ce backstage, il y avait ce monsieur Olivier, directeur d'agence Success, très connu à Paris, qui regarde et qui fait c'est pas la peine. Et puis quand il a vu que je commençais à travailler pour d'autres, c'est devenu la peine. Et bon, là, je fais, bah non, t'as raté ta chance. Et puis c'était un moment de ma vie où ça allait très très bien, beaucoup plus vite que prévu. Je l'ai appris plus tard parce que je ne savais pas qu'il était non pas du temps des mannequins entre guillemets normaux, qui font des castings normalement pour obtenir un job, pour obtenir une séance photo, ou une campagne photo, une campagne de pub, ou un défilé. J'ai eu cette chance de faire partie à l'époque, je suis arrivé entre les deux générations, la dernière génération de ce qu'on pouvait appeler à l'époque les top modèles, hommes, je ne sais pas si vous parlez comme Greg Hansen, Cameron, Marcus, et d'autres qui ont disparu, d'autres qui sont encore là, qui sont avec leurs projets, qui sont devenus entrepreneurs aussi, et puis qui font des belles choses. Et j'ai eu cette chance de ne jamais faire de casting, en tout cas à l'époque, et d'être booké comme jamais. Et je pense avoir fait le tour du globe en travaillant en tant que mannequin plus qu'en travaillant chez la France. C'était un truc de fou furieux. Je ne m'en rendais pas compte à l'époque parce qu'on était toujours comme ça. Voilà, toute petite anecdote rigolote, c'était plus j'avais un appartement à Paris à l'époque. J'avais quitté une coloc et j'avais une charmante et gentille femme de ménage qui me préparait. J'avais toujours une valise de linge propre prête quand je rentrais en fait. Hop, je jetais la première, je dormais peut-être, je sais pas, je prenais la deuxième et je partais. C'était ça pendant des semaines, des mois, etc. Des fois ça se calmait, c'était pas non-stop, mais très souvent. Et la deuxième, pour vous dire, cette incohérence et cette insouciance qu'il y avait à l'époque, et puis maintenant je pense qu'on peut retrouver d'autres adjectifs un peu plus durs, qu'on vivait dans cette époque qui était certes magnifique, mais on était complètement à l'ouest, tous. Dans le sens où pour un client typiquement allemand, l'Allemagne c'est où ça se trouve, l'agence me bookait pour m'emmener à Miami, faire une campagne de photos, sachant que 2 jours après, en fait, je sois à Londres pour une autre campagne de photos. Qu'à cela tienne, c'était pas grave. Je prenais un avion régulier, donc en 747, avec British Airways, pour aller à Miami. J'arrivais là-bas, je rencontrais les clients le soir, le lundi soir. Je m'apercevais que c'était pour faire des photos en studio à Miami, pour la caméra, que c'était pour faire une photo et que le client avait payé mon retour en Concorde pour que je puisse faire une photo à Londres, le surlendemain. Donc j'ai fait Paris, Londres en vol classique, Miami, donc ça allait plus vite, en vol régulier, ma petite photo. Miami, New York, et New York, Londres, pour faire une photo. L'empreinte carbone, bonjour. C'était aberrant, mais c'était en même temps voilà, une ambiance assez particulière. Je le fais vite, ça va être très très long. Je m'en ai parti justement pour Kenzo, et puis on était tous, quand même, pour certaines maisons, on va dire, on était dans une famille. On se retrouvait tous les top modèles, en humilité je dis ça, mais c'était voilà, pour vous expliquer cette période.
proche, ça ils savent faire, les Japonais sont très forts, avec un métro incroyable. Et c'était en fait, la salle, c'était un mini-versity, il y avait 15 000 personnes. Donc c'est 2 défilés par jour. Donc il y avait du monde. Et après cette séance-là, cette semaine-là, on partait les uns et les autres, mais on faisait le tour pour rentrer à Paris, mais par l'autre côté, on passait par l'Atlantique parce qu'on avait un de nos copains qui était argentin et ça restait chez lui, on se mangeait un petit morceau de viande et se faire un barbecue. Alors dit comme ça, c'est rigolo, etc. Bon, mais non, ça m'horripile parce que je vois très la fin. Mais voilà, enfin, Carole, bonjour. Et c'était une période assez particulière et je pense que humainement, ce sont des choses qu'on a, certains sans doute vécues dans nos différentes activités, de près ou de loin, peu importe, sans partir dans des extrêmes, peu importe, vraiment, on s'en captive. Et ça aussi, je voudrais faire une petite parenthèse. Quand je parlais de mon grand-père, des ficelles en bois, ces petites choses, de tout ce côté manuel, c'est ce que je peux retrouver dans la maison Chanel, qui est, elle, encore aujourd'hui, propriétaire d'autres marques qui sont très méconnues du public, comme Jean-François Lesage, la broderie, qui était Cornin d'ailleurs, petite broderie, etc. Et plein d'autres petites maisons comme ça, qui sont cachées derrière la grande marque pour essayer de promouvoir justement l'artisanat, parce qu'en fait, le problème de certains artisans, surtout dans ce milieu-là, c'est qu'on n'a pas de. Ils savent pas faire pour passation, apprendre, etc. Donc ils sont obligés d'être soutenus par ce genre de maison pour pouvoir faire en sorte que derrière puisse continuer l'histoire, et c'est très important. Et ce côté-là, voilà, on pouvait le retrouver dans cette maison-là, et c'était juste magique de les voir travailler, de les voir pour toucher les matières, etc. Je suis très tactile, et puis c'est vrai que souvent, on s'imaginait entre notre génération et la génération. Après, nos enfants, c'est ce que j'appelle la génération PlayStation, parce que leur donner un ciseau à doigt, ils sont à bois, pardon, ils sont incapables de tenir un ciseau à bois dans la main, ils vont le tenir comme une PlayStation. Problème. Bref, c'est ce genre de petite anecdote. Et puis, cette notoriété m'a amené, tu dis ça si je suis trop long, m'a amené à faire certaines rencontres, parce que c'est vrai que, alors j'ai pas fait toutes les couvertures des magazines, mais en tout cas certaines, et pour certaines étaient très belles. J'ai fait énormément de couturiers, ça c'est sûr, partout dans le monde. Il y a ceux francophones qu'on a pu voir ici, Kenzo, L'Oréal ou d'autres. Il y a eu l'Italie, la Turquie, le Japon. Enfin, il y a eu le reste du monde, c'est aussi d'autres marques. On n'a pas forcément eu ici, pour ceux qui ont voyagé peut-être à l'époque, c'est les années 90, 95, 96, 2000, 2010, etc. Et j'ai travaillé beaucoup avec eux. Et ça m'a amené à rencontrer des différentes personnes. Et encore une fois, au début, je parlais du lien, des ponts qu'on peut faire. Et grâce à cette notoriété, en tout cas à l'image, à cette image reconnaissante, parce qu'au-delà de mon nom, que personne ne la connaît, elle en retient, cette image, quand même, les gens ont plus souvent retenue pour certains. En tout cas, pour beaucoup, pour ceux qui sont intéressés, plus que moi à l'époque, je suis un dentiste, dans la mode. Et ça m'a amené à rencontrer des gens à l'époque de Kofi Annan, entre autres, juste un petit peu avant, à me rendre compte qu'on pouvait se servir de son image pour en faire quelque chose. En tout cas, l'offrir pour des bonnes causes ou des belles actions, ou en faire quelque chose de plus sympathique que gagner de l'argent, beaucoup d'argent à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai essayé de m'engager dans l'associatif. Au début, c'était pour une association qui s'appelait SOS Hépatite avec un S. Une association française qui s'occupait de toutes les hépatites, l'hépatite A, la B, la C, etc. Et surtout l'hépatite C. C'est une association de patients, ce qui est très important et intéressant, à savoir que c'est une association qui est tenue et organisée par les patients, donc ceux qui sont littéralement malades. Donc c'est beaucoup plus intéressant, même si le reste l'est aussi quand même, mais parce qu'on est au sein de l'association vraiment engagé et on partage des choses avec ces gens-là. Et c'est à l'époque, je parle d'une époque où il n'y avait pas encore de traitement, il y avait juste entre les deux, il y avait deux laboratoires, Schering et Roche, qui s'occupaient de ces traitements-là. C'était la ribavirin, l'interféron. Des produits qui étaient très durs à encaisser en tant que patient. Pour certains, se suicidaient parce qu'ils étaient leur 4e, 5e, 6e traitement et qu'à un moment, ils se tiraient littéralement, prenaient le pistolet. C'était dur d'être dans ce genre d'association. Donc, c'est aussi pour ça que je parlais de pont, en fait. Ce pont-là dont je parlais au début, c'est le pont que m'a donné la vie entre cette histoire d'adoption, de ma naissance, cette histoire
contacté rapidement par les Nations Unies, à l'époque de Kofi Annan, qui était un homme extraordinaire. J'ai eu la chance de le rencontrer, c'était vraiment magnifique. C'est une partie des quelques personnes que je compte sur les doigts des mains qui m'ont apporté énormément. Et plus exactement le PNUD, le Programme des Nations Unies pour le Développement, ou UNDP en deux. Et à l'époque, le PNUD organisait des campagnes de communication avec différentes personnalités mondialement connues. Donc il y avait Ronaldo, Zidane, Martin Aigis, Gérard Depardieu, Feu, Jeanne Moreau et moi-même, entre autres, encore un petit peu plus. Et c'était des photos par couple. Je crois que sur la presse, à la fin, une photo de Jeanne et moi. J'ai eu la chance de faire une campagne donc, avec ce couple qui était Jeanne Moreau et moi-même. Et c'était genre une rencontre aussi. C'était cosmique. Juste cosmique. Littéralement cosmique. Et là, vous la rencontrez, et puis on parle de cosmos. C'est un personnage que j'adore. Mon actrice femme française préférée, en tout cas. Ces rencontres-là m'ont expliqué que cette image-là, on pouvait en faire quelque chose de bien, de sympa, et qu'on pouvait peut-être envoyer des messages. C'est un message intéressant. Et c'est comme ça que j'ai pu être contacté énormément par énormément d'associations, et je me suis très vite rendu compte qu'on ne peut pas être ambassadeur ou parrain de 150 associations parce que ça ne sert plus à rien. Moi, un petit peu, et puis de toute façon, c'est pas possible, on ne peut pas croire plein de choses. C'est là où j'ai choisi mes associations. Et donc c'était les Nations Unies à l'époque, le PNUD, SOS Hépatite, ayant fait énormément de choses avec eux, je ne les ai pas abandonnés, mais en tout cas, j'ai continué en off avec eux et j'ai choisi une association qui m'avait contacté en 2010 qui s'appelle Mécénat Chirurgie Cardiaque, qui a été créée par, les années 2000 par le professeur Francine Leca, qui est la première chirurgien cardiaque femme en France. Et l'association a pour but d'opérer des enfants du cœur en France. On va chercher les enfants à l'étranger, 80% en Afrique, et pour le reste, partout dans le monde, qui ne peuvent pas, voilà, qui ont des malformations cardiaques, qui littéralement, qui soit sont opérés, soit vont mourir. C'est ça, c'est assez radical. Et quand ils sont opérés, après ils rentrent chez eux. Et c'est des futurs ils repartent au cœur comme ça, et c'est une réjouissance. La semaine dernière encore, j'étais à Saint-Tropez, on va pas manger la Saint-Tropézienne, mais parce qu'on avait une vente aux enchères pour essayer la chirurgie cardiaque, justement, on avait fait une vente aux enchères, et j'étais encore cette fois très heureux. On a récupéré 57 000 €, ce qui permet d'opérer 5 enfants, et l'opération c'est 12 000 € en fait. Petite parenthèse, parce que j'adore cette association, et on est vraiment belle ambassadeur chez eux, parce qu'on est hacké dans le bon sens par Francine, et encore une fois, c'est une famille. Donc moi, le lien est très important, même dans l'associatif, même dans les fondations, ce genre de choses. C'est pas un truc, voilà, pour être devant ou derrière, pour être devant, parce que en tant qu'ambassadeur, je sais c'est la chirurgie cardiaque qui a une petite tête, ça va de Patrick Dempsey, sans doute, à Paul Belmondo, enfin la liste est longue. Moi, au milieu, je fais tâche, mais je participe quand même, et c'est chouette. Et donc on fait tous partie de cette famille-là, ils font énormément d'événements, et c'est grandiose, et c'est comme ça que j'ai envie d'avancer. Et c'est aussi comme ça que je suis entré dans le conseil il n'y a pas longtemps, une fondation suisse qui s'appelle Pay to Smile, qui peint les murs des hôpitaux, des EMS, entre autres, que ce soit en Suisse ou à l'étranger aussi, et des services pédiatriques pour les enfants, etc., pour justement faire en sorte que les enfants et puis les personnes âgées puissent voir le monde autrement, soit pendant leur séjour à l'EMS, soit pendant les opérations pour les enfants, en tout cas voilà. Et puis c'est prouvé, en tout cas, c'est la thérapie. Ce genre de choses qui me touchent, forcément, l'enfance, c'est ce genre de choses. Ça, c'est la partie humanitaire, mais c'est pas pour rien. C'est ce lien qui m'est fort. Donc voilà, ça a été un vrai tournant de ma vie de voir qu'on pouvait faire quelque chose, un truc qui pour moi me paraissait utile, parce que encore une fois, ça n'a jamais été ma passion, le mannequinat. Mais après, voilà, j'aurais arrêté, c'était comme donner du lait rouge. On peut dire, c'est genre, ça fonctionne, fais-le. Et puis, vois où ça te
Et c'était pas comme certains qui vont faire, certains ados, j'ai envie de dire, qui rêveraient d'être mannequin, surtout aujourd'hui. Là, je déconseille ça à tout, parce que c'est comme Instagram, tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Avant, à l'époque, il y avait, c'est ce que je disais, il y avait l'époque des top modèles, il y avait ceux qui bossaient moins, voilà, c'était compliqué. Et puis maintenant, tout le monde est mannequin, tout le monde veut être mannequin. Il suffit qu'on se mette dans certaines tenues sur Insta, et puis on a what millions de followers, achetés ou bref, peu importe. On est mannequin ou je ne sais quoi. On choisit son titre. Et ça n'a ni queue ni tête. Et là, je pense clairement qu'on est rentré et arrivé dans ce que j'appelle l'info flash, à cause ou grâce, comme on souhaite, d'Internet déjà. Et ensuite, à travers les réseaux sociaux. Et c'est ce qui fait que ça détruit complètement ce que j'appelle encore une fois le libre arbitre, nos pensées, nos visions, les infos qu'on sort, qu'on prend sans les traiter ou autres par rapport à des sujets aussi sérieux que l'élection présidentielle ou une guerre en Ukraine. Et entre deux, j'en passe. Et je trouve ça dramatique parce que ce libre arbitre a tellement mis de côté, que ce soit nous aujourd'hui, et encore plus nos enfants fois 1000, que je me dis, on va un peu droit dans le mur. Et encore une fois, je renvoie à ma fin sur l'environnement et je vais y arriver en fait. Parce que pour moi c'est essentiel. Est-ce que j'ai raté avant d'arriver sur cette fin qui me passionne tellement que j'ai envie de le faire maintenant? Raté quelque chose? Je ne crois pas. Donc en fait oui, cette notoriété, on peut s'en servir. C'est quand même c'est important pour vous dire pourquoi je suis ici à Genève, même si pour moi Genève, il y a beaucoup de Genevois dans la salle, beaucoup de Genevois. Un petit peu, où il y a plus de Vaudois. Bon, je me lance. Genève, pour moi, c'est un petit Paris. C'est pas vraiment la Suisse. Pour moi, Paris, la Suisse, ça commence en ton dos, quoi. Vous m'envoyez pas. J'adore Genève, hein, mais de chez moi. Et c'est un milieu, un concept. Voilà, j'ai changé tout à l'heure sur certaines personnes qui étaient même obligées d'avoir certaines transformations pour se faire accepter dans un certain cadre entrepreneurial à Genève. Je me dis, on est à Paris, on est à Suisse. Donc bref, c'est une sorte de discrimination qui traîne ici, et encore une fois, on est un petit peu trop clivant et on n'est pas encore dans cette bienveillance que j'apprécie en Suisse, que j'ai choisi, parce que justement, loin de ce que j'ai fui, en l'occurrence la France, pour différentes raisons, je vais vous expliquer dans un instant. Et la Suisse, je l'aime justement parce qu'il y a certaines règles qui, pour la plupart, sont respectées et qui nous amènent à une bienveillance dans notre quotidien qui fait du bien, qui nous soulage, qui nous apaise, qui nous rassure. Et malheureusement, ici, peut-être que je ne suis pas resté assez longtemps, mais je ne suis pas non plus maso. À Genève, je ne la retrouve pas et j'ai l'impression d'être un petit peu là. Cela dit, voilà pourquoi je suis parti de la France, tout simplement parce qu'un jour j'étais parti en Tanzanie, je crois, faire des photos pour une campagne pour un client, une campagne photo. Et à ce moment-là, il y a TF1, c'était TF1 qui est passé dans mon agence à Paris, parce qu'à l'époque j'avais mon agence parisienne de nationalité française, je ne suis pas parti. Son agence mère, ce qu'on appelle son agence mère, et l'agence de sa nationalité, son origine, de sa nationalité. Donc moi c'était à Paris. Et à côté de ça, j'avais 14 agences dans le monde parce que je travaillais beaucoup. Je travaillais tellement que j'étais passé au sein de mon agence de mannequin à Paris en micro-entreprise. Je touchais énormément de droits à l'image. Et vrai, pas vrai. La bouqueuse, comme tous les bookers, bien sûr, poussée, surtout quand on passe à la télé, dans les médias, dans un reportage sur moi, avait dit qu'à l'époque, j'étais le top modèle homme, le mieux payé au monde. Aucune idée de savoir si c'était vrai, j'étais pas long pour regarder les stats, et en plus, je pense pas qu'on en a eu à cette époque-là. Quoi qu'il en soit, comment ça se passe en France? Merveilleusement bien. Une semaine après, je n'étais même pas rentré de voyage, Bercy est arrivé à l'agence. Je payais quand même une commission, je tiens à préciser, en plus de mes prestations françaises à mon agence, pour qu'ils s'occupent de moi au niveau de la comptabilité, comme on disait ici là-bas. Bercy, donc le fisc français est arrivé à l'agence, il a regardé les comptes de l'agence, et l'agence ne s'était absolument pas occupée de mon compte. Et donc il y a eu un petit souci fiscal, et moi je faisais mon boulot très bien,
occupé et j'ai eu un redressement fiscal pendant 4 ans. Et ils ont majoré tout de 80%, ils ont pris un appart à Paris, à New York, à Cannes, les jouets qui vont avec. Là, je me suis dit, bon, autant aller là où on est bien, en Suisse. Mais je vous rassure, c'était pas pour cacher quoi que ce soit, puisque je n'avais plus là. C'était vraiment pour la montagne, et puis alors, les gens ont du mal à croire, mais connaissant ma vie avec le Massif central, l'Afrique ou le reste, et pas mon dédain, mais un petit peu justement mon recul par rapport à la vie en ville, j'ai besoin de frais, et c'est sincère, et c'est pour ça que je ne bougerai plus, en tout cas peut-être de canton, en tout cas de pays, ça c'est certain que je suis très bien ici, à part peut-être pour les 2 prochaines années, pour un projet maintenant, je vais pouvoir vous expliquer lequel, puisque maintenant c'est sympa aussi de parler de ce qui se passe aujourd'hui et demain. Et du coup, aujourd'hui en fait j'ai un projet, je vous demande un instant. J'ai un projet qui est orienté beaucoup plus, même pour dire, pas dire littéralement sur l'environnement. Et pourquoi? Parce que ça me touche énormément, parce que encore plus aujourd'hui, hein, c'est pas parce qu'il se passe ces crises-là depuis 2 mois, 3 mois maintenant, j'ai du mal avec les dates, avec la guerre en Ukraine, pardon, et d'autres, mais parce que voilà, tous ces voyages, je me suis aperçu qu'à un moment, il fallait faire attention à beaucoup de choses. Et donc j'ai décidé dès qu'on avait une mauvaise communication, dès qu'on parlait de l'environnement, les gens se disaient ah ouais c'est chouette. Et puis après on partait, et puis alors excusez-moi parce que là je vais être un peu plus radical dans mon discours, c'est mon côté un peu français qui revient, mais parce que c'est quelque chose qui me touche. Ça nous intéresse parce qu'on va l'entendre une fois, on va rentrer chez nous. Et ce qui va nous intéresser, c'est pour la plupart, je ne parle pas forcément de certains d'entre vous, en tout cas moi, mais pour la plupart de la population, c'est cool, mais si on peut retrouver notre bonne Nutella et je sais pas, quelques conneries dans le frigo à la fin du mois, tant mieux, et puis l'environnement, c'est pas grave de toute façon, tant que c'est là dans les rayons, ça ne nous concerne pas. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça. Et je me suis dit que j'allais, sur la base des. Je veux bien que tu commences le premier. Sur la base des 17 objectifs de l'UNEP, donc les Nations Unies pour l'environnement. Donc là, vous en avez quelques-uns, c'est un exemple. Je me suis dit, je vais partir. Je voudrais faire une série documentaire, donc avec la télé française. Ce qui est compliqué, c'est que la télé française, l'environnement, sur l'échelle linéaire, donc je fais ça à travers une production qui est assez connue en Europe, qui s'appelle New Wave Production, qui est une production qui a énormément d'émissions que vous avez dû voir forcément sur Arte, sur la télévision française, anglaise, Dutch, c'est la Hollande, la Suisse aussi, de toute façon, et avec une production qui s'appelle Kappa, qui est spécialisée dans les documentaires. Et les messages qu'on a, surtout en France, et puis ça va aussi avec la culture française, où de toute façon, quoi qu'on fasse, si on ne peut pas critiquer, on n'est pas français. Même les messages environnementaux, on va donner un message, mais qui va être culpabilisateur. Je me suis aperçu que de toute façon, c'est pas possible de recevoir un message en tant que personne, si déjà à la base, on fait culpabiliser des choses. Donc je me suis dit, il faut faire une série de documentaires où on va donner envie aux gens. Donner envie aux gens de réaliser des choses, de créer ce que j'appelle un titre. Je me dis, mais comment on va faire? Et donc, j'ai retrouvé mes anciennes équipes, mes anciens amants des Nations Unies, par hasard, à un restaurant à Genève, comme quoi Genève, c'est. Et il me dit, ah, qu'est-ce que tu fais, etc. Et je lui explique que je suis là-dessus. Et puis, il y a 2 ans, maintenant, le temps passe tellement vite, j'ai fait une émission sur TF1 il y a 2-3 ans. Alors, c'était une émission de divertissement. Quand on m'a dit c'est un divertissement avec Arthur, je fais bien sûr. Et on m'a expliqué en fait le thème de cette émission, c'était Youpi, un striptease où on finit tout nu sur la scène de vidéo, mais c'est pour promouvoir en fait chez les hommes le cancer de la prostate et pour vous promouvoir, j'entends, le dépistage de la cancer de la prostate et des testicules. Je sais que c'est pas très bien, désolé, mais c'est le thème de l'émission. Et donc toute une équipe de jeunes violons comme moi et d'autres personnalités, on a joué le jeu et on s'est dit, peu importe, si on arrive à faire en sorte qu'il y ait une personne derrière son écran aille se faire dépister ou soit sauver grâce à ce dépistage,
on a gagné. C'était pas une personne, déjà ça a été vu, c'était un succès l'émission, c'était vu par plus de 5 millions en France, plus les replays et autres rediffusions à l'étranger. Bon, on était ravis, pas de la gloire, mais du résultat qui font que les centaines, sans blague, de messages qu'on a pu recevoir les uns les autres, de gens, pas directement concernés ou pas, ça peut être la femme de, ou un collègue de, et ainsi de suite, qui nous disait oui, bah, grâce à ce dépistage, et puis nous on l'a fait aussi. Le jeu, on a fait les 2 dépistages. Et on allait jusqu'au bout du délire, et puis on a, grâce à ça, on n'était pas les médecins, bien entendu, mais grâce à cette impulsion, entre guillemets, sauver des vies. Et en fait, en retrouvant cette Asiadé, qui est une amie formidable des Nations Unies, on avait discuté dans le train quand j'allais justement voir la production entre Genève et Paris, et elle m'a dit, écoute, Satia, aux Nations Unies, maintenant, on est comme ça, des modèles de communication qu'on a et on n'arrive pas à faire un truc comme ça. Et ce que vous avez fait, n'arrêtez pas de me le dire pendant les 3 heures de train. Cette émission, pour nous, aux Nations Unies, ça a été le moyen de communication, pas le moyen de communication, mais le modèle, a été un truc qui est génial. Il faudrait partir sur quelque chose de sympa. C'est pour ça que je me suis dit faire une série de documentaires où on va traiter, et ils ne sont pas tous là, ça va devenir 17, forcément vous avez vu qu'il en manquait, les 17 objectifs de l'UNEP, avec un côté bienveillant, non pas culpabilisateur. C'est-à-dire que mon idée, c'est de partir autour du monde pendant un certain temps, où il y aurait une série de 17 documentaires, où on va traiter à chaque série un des objectifs de l'UNEP. Donc l'UNEP, c'est les 17 objectifs de 2015 à 2030, pour ceux qui ont oublié. Et ce, en montrant ce qu'on peut faire avec la low tech. L-O-W-Tech. Donc la low tech, c'est quoi? Ce sont des outils qui nous facilitent la vie, c'est-à-dire qui sont faciles d'utilisation, qui sont faciles de réparation, et qui sont faciles de fabrication, évidemment, et surtout, et qui sont disponibles pour tout le monde, que ce soit pour les pays du Sud et pour les pays du Nord. Et là-dedans, en fait, donc je vous donne un exemple concret, c'est typiquement le biogaz. Donc le biogaz, ça ne me concerne pas encore en Suisse, quoique il y a des régions, des cantons qui l'utilisent sévèrement et c'est vachement bien, parce qu'en énergie, on commence à être un peu juste. C'est récupérer justement tous les déchets. Les déchets, merci beaucoup de m'aider. Les déchets, donc que ce soit animal ou végétal, qui vont justement être dans une espèce pas de machine mécanique, mais une espèce de réservoir qui vont fermenter, et grâce à ça, ça va créer du gaz. On récupère les ressources naturelles, on n'a pas besoin d'en créer, on va récupérer ce qu'on a sous la main pour récupérer et donner de l'énergie, que ce soit sur l'énergie, que ce soit sur l'alimentation, que ce soit sur l'eau, etc. Et la diffusion le titre dont je vous ai parlé tout à l'heure, par rapport aux gens qui vont regarder ça, c'est se dire, cet outil-là, je peux l'utiliser chez moi, dans mon appartement, dans ma maison, dans ma ville, dans mon jardin, dans mon village, dans mon pays, et ainsi de suite. Ou pas, mais en tout cas, ça va rentrer petit bout par petit bout. C'est de se dire, ah oui, parce qu'il n'y a pas que nous, on est relativement aisés, en tout cas de la classe sociale, et d'autres, c'est loin d'être le cas, en tout cas pour le reste du globe, même en Suisse. Du coup, il faut trouver aussi des solutions. On n'est pas tous égaux, et il faut penser à ça, parce que c'est parce que nous, on est bien ici, le président Wilson, que ça va mal là-bas, et que ça va rester mal là-bas, et nous, bien ici, et on s'en aperçoit très vite depuis quelques temps. Et ça date de 2015, il y a eu plus longtemps les accords de Paris aussi. Donc voilà, l'idée c'est créer ce titre-là, de s'approprier cette low-tech ou pas. Et puis avec le président mécénat chirurgie cardiaque, on a échangé là-dessus, il me dit, tu sais, j'ai créé une application mobile, et je l'ai appelée le 5 sur 5. Tu sais, ça tient comme en aéronautique. Je lui dis, oui, je connais bien le 5 sur 5. Je reçois une copie, le 5 sur 5. Et il m'a dit, tout le monde m'a dit, ton application, elle est nulle, elle est pourrie, elle ne servira à rien. Et son application, c'est quoi comme but? Le but, c'est l'éducation des chirurgiens cardiaques qui sont dans les pays du Sud, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas les moyens de venir en France se faire former sur certaines choses, sur certaines petites choses qui sont quand même essentielles. Donc ce sont des modules de 5 minutes
les chirurgiens apprennent ce module de 5 minutes et ils le reçoivent 5 minutes, tout le 5 sur 5. Je dis, mais c'est ça qu'il faut qu'on fasse en fait. C'est sur mon projet, le 10 sur 10, entre guillemets, c'est chez vous, suite à ce que vous venez de voir sur le documentaire, sur tel objectif, vous allez me faire un 10 minutes ou pas, vous choisissez, de changement des habits de votre quotidien, genre l'électricité, l'eau, les choses qui sont nécessaires, mais 10 minutes par jour, 10 minutes par semaine, et ainsi de suite. Et on change justement cette appréhension qu'on a sur notre surconsommation et sur tout ça. Donc c'est ça le tour du monde en fait. Au début, je me suis dit, ouais, je vais le faire en voiture, en Defender, c'est trop cool. Je me suis dit, empreinte carbone, coco, donc ça va pas être possible. Et puis en échangeant, etc., et puis on va sans doute le faire en moto, mais c'est un vrai truc qu'on va faire, donc on prépare ça pour l'année prochaine. Donc on va sans doute quitter la Suisse pendant quelques mois, pour faire ce tour du monde et faire cette série de docs justement sur ces différents objectifs, avec ces messages qui sont précieux. Et je voulais vous montrer, si vous êtes encore un petit peu patient, ça va pas durer, il y a 3 petites vidéos de 3 minutes, mais pour vous expliquer plus en profondeur avec des gens, avec un de mes mentors qui est, je ne sais pas si vous le connaissez, vous allez le connaître dans un instant, Jean-Marc Jancovici, qui a monté un think tank en France qui s'appelle The Chip Project, et qui justement qui est parti entre autres de... Sustained life. An abundant ocean can feed 1 billion people a healthy meal every day forever. But now they are being filled, killed by throwaway plastics. The equivalent of 1 garbage truck of plastic is dumped in the sea every minute. 17.6 billion pounds every year. Plastic is everywhere in our ocean, floating on the surface, mixing in the salt water, and sitting on the ocean bottom, miles and miles deep. And once in the ocean, it never goes away. Over hundreds of years, it breaks down into small pieces. But those pieces, even the tiny ones called microplastics, are still plastic. Sea turtles are choking on it. Scientists say that over 60% of whale and dolphin species are affected by it. Zooplankton, the base of the ocean food chain, eat it. And so do we. It's in the water we drink. It's in our food. Microplastics have been found in our salt, our honey, and our beer. And sometimes even in the air we breathe. Companies are choosing to make something that will be used just once, from a material that lasts forever. If you don't like what throwaway plastics are already doing to our world, brace yourself. We face a tsunami of throwaway plastic in our and the ocean's future. 4 times more plastic will be produced between now and the middle of the century than has been produced in all of history. 4 times more. What can we do? Recycling? Of all the plastic ever generated as of 2015, only 9% was recycled. Even when it is recycled, plastic degrades. Your plastic soda bottle maybe becomes a shampoo bottle, then a floor mat. Even in the best case, it doesn't recycle, it downcycles. And then it becomes pollution that ruins our beaches and chokes sea animals forever. We should not be forced to pollute the ocean every time we eat, drink, or go shopping. We need to be given a choice, a plastic-free choice. This is not hard to imagine. Indeed, some responsible companies are already leading the way. There are throwaway plastic-free aisles in supermarkets. Beverage companies already offer plastic-free soda and salsa water. Restaurants offer plastic-free service. There are plastic-free rooms in hotels. An airline is now offering a plastic-free flight. And Oceana and our allies are winning plastic-free victories. Following campaigning by Oceana, Peru passed a law
that keeps plastic out of national parks and beaches. Belize is getting rid of styrofoam. And the European Union has mandated reductions for throwaway plastic throughout its 28 member countries. But with your help, we can do more. Together, we can create a movement to reduce throwaway plastic. We can make sure we're all given real plastic-free choices. We can help our cities, towns, schools, and workplaces establish zones that are free of throwaway plastic. Let's stop plastic pollution from wrecking our beaches and our oceans, and have healthy oceans that delight and sustain us for generations to come. Campaign. Go to oceana.org. En fait, voilà. Je vous remercie, tu peux mettre la deuxième c'est relativement. Attends, excuse-moi, c'est très juste. On fait tous partie, on est tous acteurs en fait. Et Jean-Marc Karim le dit très bien. Donc il va donner 2-3 exemples concernant la France, mais peu importe le pays de toute façon, parce que c'est un outil qui met en forme. Et j'imagine qu'il y a plein d'entrepreneurs ici, donc ça va vous parler, ça va vous toucher directement. Mais là, on parle de notre quotidien, de ce qu'on peut faire aussi dans notre quotidien, même sur la vidéo d'avant, justement, sur les océans et le plastique, tout le verre, etc. Et vraiment, sur des petites choses qui ne sont pas fatigantes à faire au quotidien, il faut juste regarder, et puis c'est pas compliqué, c'est changer les habitudes. Le problème, c'est changer les habitudes. Mais encore une fois, on n'est pas buté, on n'est pas borné, et on peut le faire. En tout cas, moi je reviens de loin aussi, et je l'ai fait, et je pense que je peux le faire lui aussi, c'est sûr. Depuis maintenant 1 an et demi, le Shift Project s'est lancé dans la conception de ce que nous appelons le plan de transformation de l'économie française, ou PTEF, quand on l'appelle par son petit nom. Il s'agit en gros d'essayer de comprendre ce que cela signifie pour les divers secteurs de l'économie de notre pays, de se mettre en conformité avec la trajectoire de baisse des émissions qui est la contrepartie logique de l'accord de Paris que notre pays a signé et ratifié. Il s'agit donc de mettre l'ensemble de nos activités productives en conformité avec une baisse annuelle des émissions de gaz à effet de serre dans le monde de l'ordre de 5%, ce qui est absolument considérable puisque 3 fois sur le dernier siècle et 3 fois seulement une baisse de cette nature a été observée dans le monde, en 1932, en 1945, on imagine la cause, et en 2020 à cause du Covid. Et il faut répéter ça tous les ans si nous voulons respecter la limite de 2 degrés de hausse de la température planétaire et toutes les conséquences qui vont avec. Nous avons décidé, pour faire ce plan de transformation de l'économie française, de commencer par raisonner physique, puisque le problème à traiter est physique. Nous avons 15 secteurs qui représentent soit des pans de l'économie, soit des usages. Et pour ces 15 secteurs, nous nous intéressons à que doivent faire les gens et avec quelles ressources si on veut que les émissions baissent à la bonne vitesse. Donc nous avons commencé par avoir un raisonnement physique. Par exemple, si on veut que 20% de la population se déplace à vélo plutôt qu'en voiture, combien il faut de gens pour fabriquer les vélos, pour vendre les vélos, pour entretenir les vélos, pour réparer les vélos, etc. C'est ça l'esprit du plan de transformation de l'économie française, c'est de commencer par raisonner sur les grandeurs physiques, en décidant que l'argent, on en parlerait plus tard, une fois qu'on aurait compris comment le système doit s'organiser. C'est à visée délibérément opérationnelle, c'est-à-dire que dans chaque secteur, nous réfléchissons à des mesures que le prochain président peut prendre, dès son entrée en mandat, et des mesures qui sont, pour l'essentiel, à sa main, c'est-à-dire qui ne dépendent pas ou pas trop d'un cadre européen ou mondial. Il est bien évident que nous ne sommes pas les premiers à réfléchir à la manière de faire des choses qui soient pertinentes en ce qui concerne la baisse des émissions. Nous pensons quand même que nous avons quelques particularités dans ce plan que nous sommes en train de mettre au point. Le premier, c'est qu'il est pensé pour l'essentiel par des gens qui viennent du secteur économique, l'essentiel des chefs de projet au Shift, des salariés du Shift ou des shifters qui nous aident, sont des gens qui ont un ancrage dans le monde économique, souvent dans le monde de l'entreprise, ce qui est probablement une singularité dans le monde des ONG. La deuxième chose, c'est que nous avons un focus et une attention particulière sur l'emploi dans les sondages ou dans les consultations plus exactement que nous avons pu effectuer, quoique imparfaites, au sein du Shift Project. Il apparaît que l'une des causes de blocage majeur quand il s'agit de tout changer, c'est la crainte de perdre son emploi.
l'emploi, c'est un motif évidemment parfaitement légitime. Et donc, un des chantiers du PTEF consiste à essayer de comprendre les transformations sur l'emploi, en rentrant raisonnablement dans le détail, de ce qui serait la contrepartie des modifications que nous imaginons. Voilà, tout ça donne évidemment 15 fois 100 pages, c'est-à-dire un peu de littérature pour meubler vos insomnies, mais l'économie, c'est beaucoup de gens qui font beaucoup de choses très différentes, donc nous pensons que c'est utile d'aller à ce degré de détail pour commencer à faire des propositions qui soient un peu articulées. J'espère que ce travail vous intéressera, et nous espérons, nous, en tout cas, qu'il intéressera à peu près tout le monde dans ce pays, car le monde politique ne s'intéressera à cette manière de voir les choses qu'à partir du moment où, dans la société civile, un nombre suffisamment important considérons que c'est une bonne manière d'entrer dans le débat de quoi faire plus tard. Donc voilà, en fait, c'est encore une fois sur accentuer sur ce point-là qui est partons de l'individu et partons de l'individu à l'entreprise et ainsi de suite. Encore une fois, on a tous, les uns les autres, un rôle à jouer, que ce soit au sein de l'entreprise, que ce soit personnellement dans notre famille. Et de toute façon, ça doit se passer comme ça. En théorie, on le sait tous. Le problème, c'est qu'encore une fois, on ne pratique pas. Ou on pratique quand c'est trop tard, ou on pratique quand on est encore une fois, ce que je disais au tout début de l'introduction, c'est voilà, on va rouler bourré, on sait que c'est pas bien, mais tant qu'on ne s'est pas pris l'arbre, on sait qu'il ne va vraiment pas le faire. Et là, c'est la même chose, et encore une fois, pourquoi il faut attendre une guerre, ou ceci, ou cela. Maintenant, l'Inde, de toute façon, ne veut plus exporter de blé, depuis quelques jours, et ils ont bien raison, puisque de toute façon, maintenant, on est déjà en sécheresse. Sans l'Ukraine, sans l'Inde, voilà. Et encore une fois, on arrive au point de rupture pour se poser les bonnes questions et se dire qu'est-ce qu'on fait. Alors que quand on se pose la question, aujourd'hui, dans notre monde actuel, on est déjà dans le monde. Et c'est ça le problème. Mais encore une fois, je sais que sortant de là, que ce soit d'ici ou d'ailleurs, on va l'entendre, ça va nous toucher. Qu'est-ce qu'on va faire dans notre quotidien? Pas grand-chose, malheureusement. C'est ça qui me perturbe un petit peu. Je veux bien que tu mettes la dernière. S'il te plaît, c'est juste un petit aparté. Depuis maintenant 1 an et demi. Pour les Nations Unies, puis voilà. Je voudrais juste finir sur une question, mais je vais raccourcir beaucoup. Mais ça concerne la Suisse. Donc ça, c'est un petit paragraphe fait par WWF, puisqu'il y a la semaine dernière, il s'est passé quelque chose en Suisse, peut-être certains d'entre vous le savent. Nul besoin d'être parfait pour consommer moins de ressources. À l'occasion du Swiss Overshoot Day, je ne sais pas si certains d'entre vous savent ce que c'est, le WWF a rassemblé des conseils simples à mettre en œuvre au quotidien. Vivre de façon durable, rien de sorcier. Notre planète, le climat, la biodiversité n'ont pas besoin d'une seule personne perfectionniste. En revanche, si des milliers de citoyens agissent
l'ensemble de la population suisse appliquer quelques-uns des conseils proposés par la WWF. Je vous en fais grâce, ils sont sur leur site. Le jour donc le Overshoot Day, c'est le jour du dépassement qui pourrait être repoussé. Ce n'est pas anodin puisque aujourd'hui la Suisse, donc c'était la semaine dernière, a consommé toutes les ressources que la planète est capable de régénérer en une année. En d'autres termes, nous vivons dès aujourd'hui, donc la semaine dernière, à crédit. Pour éviter que la Terre continue d'être pressée comme un citron, il y a toute une liste de choses à regarder. Et puis le dernier paragraphe, le Swiss Holiday Day, nous avons épuisé notre budget en matière de ressources naturelles telles que les énergies, les terres arables, les forêts, les pâturages, jusqu'à la fin de l'année. La Suisse vivra donc à crédit, c'est-à-dire sur le dos des générations futures, nos enfants. Si toute la population mondiale vivait de la même manière que nous, les ressources de 3 planètes seraient nécessaires pour assurer son existence. Nous exploitons l'atmosphère, les sols, l'eau, pêchons de très grandes quantités de poissons dans les mers du globe et défrichons les surfaces de forêts trop importantes. Des pays comme le Qatar, le Canada, les Émirats arabes unis ou l'Australie, on vous laisse mieux localiser ça sur le map monde, ont déjà épuisé les ressources en février ou en mars. D'autres, comme Cuba, l'Indonésie, l'Équateur ou la Jamaïque, je vous laisse regarder vite fait, où le jour du dépassement tombe en novembre ou en décembre de cette année, prouvant qu'il est possible de faire autrement. Donc voilà, après à nous de faire, à nous de voir, et puis à nous de regarder. Je vous remercie. Merci beaucoup, Satya. Tu prends quelques questions? Avec grand plaisir. Des questions? Qu'est-ce que... Sur des choses plus légères et moins graves, si vous souhaitez, il n'y a aucun problème. C'est vrai que souvent, Voilà. au cas où vous Qu'est-ce venez, que tu ne ferais plus la même chose aujourd'hui par rapport à ce que tu nous as raconté? Les voyages. des voyages, oui, j'ai eu, typiquement, pour répondre à ta question, alors, j'ai quand même un côté narcissique, hein, comme tout le monde. Il y a 2 livres que je vous conseille, celui-là n'est pas du tout narcissique, c'est ce livre, cette bande dessinée, comme il a décrit, de Jean-Claude Jancovici, qui est super sympa, qui est vraiment top, qui vous explique d'une manière ludique ce qui se passe sur Terre, ce qu'on peut vraiment faire. Là, c'est beaucoup moins... Et ça, c'est une vidéo que j'ai faite. Alors, j'en ai carrément plus dans la mode. Ça, c'est le côté narcissique. Et pour répondre à ta question, à votre question, pardon, effectivement, par rapport au voyage, j'ai effectivement énormément voyagé, j'ai effectivement consommé en carbone bonjour, que ce soit le plan professionnel ou l'autre plan professionnel. Donc c'est moins de voyage, c'est ce que stipulent aussi les uns les autres, les différentes ONG, mais on a tous envie aussi de partir de temps en temps, donc c'est compensé. Moi, la série que je voudrais proposer en termes de documentaire, un exemple concret, c'est la diffuser à la télé, mais les chaînes dites linéaires, comme on dit en France, c'était TF1, France Télé, etc., l'environnement, ça passe pas. Donc je me suis dit, allons chez Netflix. Et Netflix, c'est le plus gros consommateur en termes de, justement, empreinte carbone dans leur domaine. Donc c'est compliqué, mais après il y a des solutions. Est-ce qu'il faut choisir d'être sur RMC Découverte et avoir ça d'audimat, ou être sur Netflix et de trouver un outil de compensation carbone qui nous permet d'avoir un plus large potentiel. Donc il y a des choix en fait à faire, et puis après c'est encore une fois avec notre libre arbitre, c'est pour ça que j'en revenais à ça, c'est qu'est-ce qui est bon pour nous, mais ce qui doit être bon pour nous, c'est avant tout bon pour la planète et avant tout bon pour nos enfants, pour la génération qui arrive. Parce que là on a vu depuis la semaine dernière. Tu as répondu à ma question. Sur ce que je fais maintenant concrètement, Qu'est-ce que tu ne ferais pas la même chose? Ce que je ne ferais pas de la même chose, ce que je ne referais pas la même chose, c'est d'un point de vue expérience, c'est pas moi en l'occurrence, c'est facile de mettre ça sur la génération d'avant, mais c'est sûr que notre génération, je pense qu'on n'élève pas nos enfants comme nos parents nous ont élevés forcément, et qu'on est fort heureusement ouvert à énormément de choses.
choses, et que dans l'éducation qu'on a aujourd'hui, avec les connaissances que l'on a, ils sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus tôt, beaucoup plus jeunes, et je pense qu'on peut aller encore beaucoup plus loin dans les messages, dans notre quotidien. Et donc ce que je ne referai plus, c'est ce que, littéralement, par effet de miroir, ce que des jeunes de mon âge, quand j'étais adolescent, ne vont pas forcément faire, parce qu'on est ouvert à plein de choses, que des erreurs que j'ai pu faire à l'époque, en tant qu'ado, ou d'être déraisonné, mais ça c'était un manque d'information. Donc ce que je ne ferai plus, c'est effectivement me fier à tout et n'importe quoi, surtout en termes d'information. Et je pense que ça c'est primordial justement de contrôler les choses, parce que c'est tellement facile d'écouter, d'entendre et de prendre comme ça. On prend énormément de choses. On fait un chat télé ou un site internet, il y a du pop-up là, à gauche, à droite, il y a trop d'informations sur une seule page. Et on ne sait pas gérer et digérer les choses comme ça. Donc je pense que ce que je ne ferai plus, comme avant, c'est à l'inverse, aujourd'hui je prendrai mon temps. Donc je ne veux plus perdre comme avant, où je me suis trop éparpillé. Vous vous présentez? Oh non, 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 je suis un hologramme, donc je n'ai pas de présentation. Je veux juste dire que ça n'est pas que de notre faute dans notre comportement de vie, cet énorme problème. C'est le fait qu'il y a soudainement, enfin depuis les années qui sont passées, énormément d'êtres humains qui sont arrivés sur Terre et que la Terre n'était pas faite pour absorber cela si vite. Voilà le problème. Il faut quand même y penser. Oui, non, c'est sûr que oui, on est beaucoup sur la planète, on est beaucoup sur Terre. Après, quand on regarde les chiffres des plus grands consommateurs et les plus gros polluants, ce sont les pays du Nord. Ce n'est pas les pays du Sud. Quand on regarde, typiquement sur le dernier exemple par rapport aux ressources, à la consommation des pays que j'ai consommés, on est loin de Dubaï à Cuba, et ainsi de suite, en Amérique du Sud en l'occurrence. Et c'est vrai pour les autres objectifs, ou pour le reste, de toute façon, oui, on est beaucoup sur la planète, c'est un fait, mais il y a un trop grand écart entre la gestion, justement, au-delà des problématiques de famine et autres, mais sur le plan écologique, entre les pays du Nord et les pays du Sud. Donc il y a d'autres pays qui savent faire. C'est pas comme si on avait tous le même rythme dans tous les pays et que c'est la seule problématique était le nombre de personnes, je ne pense pas. Mais c'est un fait, oui. Jérôme Charboulet. Bonsoir. Bonsoir. Alors déjà, bravo de mettre votre notoriété au service de cette cause. Merci. Je partageais avec vous un questionnement, parce que votre initiative, elle me rappelle aussi le film de Cyril Dion. Oui. On en a parlé. Et quand le film est sorti, quand il est arrivé sur Genève, il y a un petit groupe de personnes qui ont décidé de faire la version du film genevoise. Et en fait, on s'est aperçu qu'on arrivait à faire la même durée de film avec que des initiatives qui prenaient racine dans le territoire du canton de Genève, qui est extrêmement exigu par rapport à la totalité de la Terre. Alors, j'ai envie de vous dire, finalement, si vous allez en 2 ans faire le tour du monde, je me pose la question si vous n'allez pas survoler tout un tas d'initiatives et peut-être ne faire ressortir que la tête de quelques épingles. Et après, en termes d'impact, j'ai entendu ce que vous venez de dire qui m'a aussi frappé. Vous dites on aura plus d'audience de ce fait-là. Mais je me pose la question, la part entre l'audience et l'impact. Tout à fait. Parce c'est que une question qu'on se pose. Quand c'est loin, on a peut-être plus de mal à se l'approprier. J'entends tout à fait. Mais en fait, vous avez parlé justement à ce microcosme dans lequel il y a énormément de choses. Et quand je parlais de low-tech tout à l'heure, je faisais référence aussi à des Bretons qui sont partis parcourir le monde sur un voilier. Et ce voilier est un laboratoire flottant, on va dire, avec tous ces low-tech qu'ils ont récupérés, qui découverts ou partagés, parce qu'ils avaient l'heure aussi, avec ces différents pays dans ces différentes régions. Et l'autre chose, donc oui, c'est vrai que de toute façon, on peut se bien, moi, c'est au début, je me suis dit, faisant le tour de la Suisse, etc., il y a un truc qui m'a refroidi, c'est la RTS, parce que c'est tellement poussiéreux là-dedans que c'est des choses qui sont impossibles. Et ayant les contacts que j'ai, je me suis dit, la cerise sur le gâteau, en plus, d'un point de vue médiatique, ça c'est pour l'image, etc., mais on en a forcément besoin. J'ai l'ONU qui me dit, mais tous les anciens ambassadeurs sur les anciens projets, tu les récupères sur ton projet. Donc ça emmène un peu plus. Mais effectivement, moi, je suis local, de toute façon. Moi, je suis dans l'épicerie tout seul et dans les fermes, et puis voilà, et puis je vais uniquement au supermarché pour acheter du papier toilette et des lattes de rasoir. C'est tout.
peuvent faire 100 supermarchés en plus. Mais indépendant du local, et ça j'y crois vraiment. Mais ce que je veux dire par rapport à ça, quand je parlais de Netflix, qui je sais, c'était ma première réflexion, est un des plus gros pollueurs, c'est aussi de se dire, c'est la réflexion, est-ce que je suis sur RMC qui va me donner du 1000 francs la minute, à savoir sur un 51 000 francs, mais la dimension n'est pas la même. Et si on tourne à la plaine Saint-Denis dans les studios télé en France, à Paris, 51 000 ça va, mais dans 52 minutes, si on part et qu'on fait un tour du monde, mais c'est pas un tour du monde genre je vais nouiller le poisson, c'est prendre aussi ce qu'on a comme référence dans des pays qui ont développé déjà en Afrique de la low-tech incroyablement, qui l'utilisent, alors que nous, sur certains trucs, ici, on est incapable, parce qu'on ne l'a pas vu. Donc c'est effectivement trouver ce juste milieu entre ne pas noyer le poisson, entre guillemets, et partir dans tous les sens. C'est très juste, il faut être très fin. Tout comme le message doit être positif et non plus, on n'est plus dans l'altruisme final, on est dans quelque chose qu'on doit partager. Et je suis entièrement d'accord avec vous, oui, il y a eu ce film, et puis derrière il le faisait. Donc c'est un mélange de tout ça. Parce que le message, avant tout, c'est pas de se dire, oui, on peut utiliser ça chez nous, mais c'est quelque chose qui concerne le monde, c'est global. Donc c'est aussi de ça que je veux sortir. C'est une espèce de, encore une fois, de pont. En fait, où ça va dans un sens et dans l'autre, où ça circule. C'est ça ce que je voudrais. Qui dit projet, pardon, dit financement. Comment tu vas faire? Alors, au niveau de la production, c'est la prod qui paye tout, de toute façon. Moi, personnellement, si je fais quoi qu'il en soit, sur un projet, je suis uniquement rémunéré sur de la part de la prod et du diffuseur sur la réalisation. Et puis après, on a beaucoup de sociétés qui ont des projets RSE et ainsi de suite, qui veulent aussi investir, soit en tant que partenaire, soit en tant que sponsor. Et là, c'est pareil, les sociétés viennent choisir. On va pas partir, pour moi, c'est un no-go si on choisit la mauvaise stratégie avec la mauvaise société. J'en ai parlé, dans mes premiers exemples, je disais oui, non, Total, jamais. En fait, on dit, mais ça tient, en fait, c'est pas du tout le choix que je fais, mais juste pour expliquer le raisonnement et les réflexions intellectuelles entre les uns et les autres. Oui, en fait, Total aujourd'hui fait énormément dans l'autre sens, et c'est pas parce que c'est un pétrolier qu'on doit leur interdire ça. Je donne un exemple, à l'époque, quand j'étais ambassadeur du programme des Nations Unies pour le développement, De Beers m'avait contacté. Il voulait, pas moi, mais donner sur un projet que je devais créer avec le PNUD, beaucoup d'argent pour un projet qui consistait à payer tous les traitements VIH de leurs employés qui travaillaient dans les mines. Et en plus de ça, donc voilà, mais en fait, donc la décision, c'est pas uniquement Genève, c'est aussi New York, ils sont venus, Genève a dit ok, et puis New York, ils ont dit non, To Beers, historiquement, c'est comme L'Oréal, Nike, etc. Donc ça va très loin, donc là c'est pareil, c'est une question de curseur. Où et quand et à qui, on dit, on autorise, ok, ils partent dans cette bonne direction, c'est bien, oui, mais il y a cette image, c'est super compliqué. Mais à un moment, il faut y aller. Qu'est-ce qu'on fait? On attend, et puis on se dit, non, ce ne sera pas avec Total, ce sera avec WWE. C'est très compliqué aussi comme raisonnement intellectuel. C'était hyper complet, merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas, c'était un peu long.